C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette scène African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Laurent Diak. Il est le coordinateur international du mouvement Tournons la page. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de l'invitation, merci beaucoup. Merci. Nous allons parler des droits humains en Afrique. Vous savez très bien, dans la plupart des pays africains, les violations des droits humains se multiplient. Mais avant tout, d'abord, parlez-nous de votre mouvement et quel est votre objectif? Alors, Tournons la page, c'est un mouvement qui est né en 2014, qui réunit 250 organisations en Europe et en Afrique. En Afrique, dans 10 pays du continent, 10 pays africains, notamment le Togo, la Guinée, le Tchad, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RDC et le Burundi. Et dans ces 10 pays, ce sont des collectifs d'associations qui se mettent ensemble pour mener des actions de sensibilisation et de promotion de la démocratie. Donc, l'objectif de Tournons la page, c'est de promouvoir l'alternance démocratique, de promouvoir le changement pacifique de pouvoir à travers les urnes et à travers le respect de la voix des citoyens. Donc, comment voyez-vous les droits humains en Afrique et quelle analyse faites-vous à la promotion et à la protection des droits humains en Afrique? Écoutez, c'est toujours une question difficile. Il y a 52 pays en Afrique. Moi, j'en suis 10 de particulièrement. Il y a des zones où les droits humains ont progressé. Je pense notamment à l'Afrique australe, où dans des pays comme le Botswana, comme la Namibie, il y a eu des vraies avancées démocratiques, des vraies avancées sur les droits civils et politiques, y compris même au Malawi récemment, où des élections ont été rejouées parce que la Cour constitutionnelle trouvait que elles étaient non conformes aux règles établies, mais il y a aussi d'autres régions, et notamment les régions que je suis de plus près, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui connaissent depuis quelques années soit un statu quo, soit une régression démocratique. Les droits humains, notamment en Afrique centrale, sont très mal en point. L'Afrique centrale, on va la qualifier, nous, dans notre mouvement, de nœud autoritaire de l'Afrique. C'est l'endroit où les dirigeants se maintiennent le plus longtemps au pouvoir. Vous allez avoir des dirigeants au Congo, au Cameroun, au Tchad, qui cumulent près de 30-35 années de pouvoir et qui également ont souvent les pires indicateurs économiques en matière de corruption, en matière de retombées des deniers des matières premières, des choses de ce type. Donc, il y a quelques années, le PNUD avait dit que l'Afrique centrale était sur le plan des droits civils et politiques à l'arrêt. Et je pense qu'ils avaient raison. De l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, que je suis également de près, jusqu'il y a 5-10 ans, l'Afrique de l'Ouest était vraiment moteur en matière de droits civils et politiques, en matière de droits humains, avec de très fortes avancées, des élections qui permettaient l'alternance dans un certain nombre de pays. On pense à la Sierra Leone, au Ghana, au Sénégal. Mais ces dernières années, on l'a vu notamment avec les modifications de la Constitution et des guerres, notamment la guerre contre le terrorisme au Sahel, qui sont venues éclater finalement ces acquis et notamment qui ont mis de côté les grandes réussites que la CEDEAO avait pu permettre, notamment la mise en place du protocole sur la bonne gouvernance de la CEDEAO. Bien, comme vous l'avez si bien mentionné par rapport aux pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on a vu le cas de la Guinée, le cas de la Côte d'Ivoire, et aussi certains pays africains en Afrique de l'Ouest. Donc, comment analysez-vous cette violation des droits humains dans certains pays africains, précisément à l'Afrique de l'Ouest? Écoutez, on a, pour nous, dans Tournons la page, matérialisé ce basculement au moment du passage au troisième mandat de Faure Gnassingbé. Vous savez, la CEDEAO était pas loin de mettre en place une règle contraignante en matière de respect de la limitation des mandats en Afrique de l'Ouest. Et cela n'a pas été possible parce qu'à l'époque, Faure Gnassingbé et le président Jammeh en Gambie avaient fait blocage.
Et cela a permis du coup au président Faure Gnassingbé de concourir à un 3e mandat, puis un 4e il n'y a pas longtemps. Et pour nous, c'est de là qu'est né ce basculement, cette spirale négative, avec notamment des dirigeants qui veulent se maintenir au pouvoir en modifiant à des fins personnelles la Constitution. On l'a vu en Guinée récemment et on l'a vu en Côte d'Ivoire. Et ces dirigeants, finalement, ils captent l'avenir démocratique de leur pays. Ils sont souvent âgés et du coup ne permettent pas un renouvellement de la classe politique, y compris dans les partis du pouvoir et de l'opposition. Et surtout, ils se maintiennent non seulement par la modification de la Constitution, mais également par l'usage de la force. Et cet usage de la force fait que manifester en Afrique de l'Ouest devient de plus en plus difficile. Le Covid a renforcé encore cette difficulté. Et donc, on a aussi une régression en matière d'espace civique. Il est plus difficile de manifester, il est plus difficile de se réunir. La liberté d'expression est difficile. On l'a vu au Bénin, par exemple, récemment, où des blogueurs ont été inquiétés, ou également, bien sûr, dans les pays que j'ai mentionnés avant. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte en Afrique de l'Ouest qui est très difficile. Très difficile même. Donc, peut-on dire que, donc, pensez-vous que les droits humains sont bafoués en Afrique et comment, c'est-à-dire, nous avons vu le cas, parce que vous avez tellement parlé de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et aussi d'une part du Bénin, parce que vous avez vu en Guinée, les manifestations sont formellement interdites. Il n'y a pas de manifestations. En Côte d'Ivoire, en cas de cas, s'il y a des manifestations, la répression est tellement barbare d'une part. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé concernant les opposants, on les séquestre. Donc pensez-vous que les droits humains sont bafoués en Afrique et comment? Oui, ils sont bafoués. Je pense que vous avez cité un certain nombre de choses. Si on prend le cas de la Guinée, qui nous intéresse nous particulièrement, nos membres sont particulièrement et directement visés par la répression. Nous, on a au moins 8 membres de Tournons la page qui sont en prison, à Labé et à Conakry, dont le coordinateur adjoint du mouvement Oumar Silla, qu'on appelle Foninké Mengue aussi, que vous connaissez certainement, qui est un grand leader de la jeunesse en Guinée. Aujourd'hui, une des stratégies, comme je l'ai dit, c'est de réprimer les manifestations. On l'a vu en Guinée, on l'a vu en Côte d'Ivoire. On envoie la police gérer des manifestations de manière extrêmement violente. Nous, on a documenté 52 personnes qui sont mortes dans les manifestations en amont du référendum constitutionnel en Guinée. Et la deuxième étape après ces manifestations réprimées, c'est que les personnes responsables de cette répression ne sont pas poursuivies. En Guinée, en Côte d'Ivoire, malgré les promesses d'enquête, malgré les rapports des ONG, malgré les critiques internationales, aujourd'hui, les personnes qui ont été responsables de ces exactions ne sont pas condamnées, ne sont pas poursuivies, ne sont même pas entendues par la justice. Et de l'autre côté, ceux qui portent un discours dissident, ceux qui portent un discours indépendant, que ce soit de l'opposition politique, de la société civile ou des journalistes, se retrouvent face à une justice qui n'est pas indépendante. Récemment, on parlait tout à l'heure de Foninké Mengue en Guinée, il a été condamné à 11 mois de prison pour participation à un attroupement illégal. En réalité, ce chef d'inculpation, il a été modifié entre les deux audiences devant le juge. Le chef d'inculpation n'est pas le même. Le dossier est complètement vide selon les avocats. Et pour obtenir un jugement, il a dû passer par 13 jours de grève de la faim pour enfin pouvoir voir le juge. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une crispation et une utilisation du levier judiciaire comme un levier de répression et pour serrer la vis de tous les opposants et dissidents dans ces pays où les dirigeants souhaitent se maintenir au pouvoir à tout prix. Je sais très bien que vous avez des contacts avec certains prisonniers en Guinée. Parlez-nous de ces contacts. Comment est leur vie dans certaines prisons en Guinée? Vous savez, la surpopulation carcérale en Guinée est très importante. Ça, c'est un premier point. Que ce soit pour les opposants, comme pour les prisonniers de droit commun, les droits fondamentaux en Guinée des prisonniers ne sont pas respectés. Vous pouvez regarder notamment ce qu'a fait l'ONG Prison Insider, qui a montré qu'on était à 150% de surpopulation carcérale, par exemple à la prison centrale de Conakry. Donc, pour eux, déjà, de toute manière, il y a une situation sanitaire dégradée. Ensuite, la Guinée fait face à des épidémies récurrentes.
on l'a vu malheureusement il y a quelques jours, un retour d'Ebola, et puis bien sûr l'épidémie du Covid-19 qui frappe le monde entier. Donc les prisonniers, dans des conditions de promiscuité et des conditions sanitaires dégradées, sont encore plus à risque. Et ensuite, on a un problème récurrent également dans les prisons guinéennes, qui est l'accès aux avocats et l'accès à des médecins, qui est souvent très difficile. Donc, véritablement, aujourd'hui, les conditions de tous les prisonniers sont difficiles en Guinée. Ce qui nous inquiète particulièrement et ce qui a inquiété plus largement que Tournons la page, la communauté internationale, les médias, etc., et bien sûr les Guinéens en premier lieu, c'est qu'il y a au moins 4 dirigeants de l'opposition politique qui sont décédés dans leur détention provisoire, sans jugement, dans les prisons guinéennes, des morts dites naturelles selon le ministère de la Justice et le gouvernement guinéen, mais pour l'instant, il y a de gros doutes qui planent, notamment pour les familles de ces prisonniers, quand on connaît le contexte de répression qui prime aujourd'hui en Guinée. Bien, donc peut-on dire qu'en Guinée, les violations des droits humains se multiplient? Oui, on a vu une dégradation du contexte politique et social en Guinée, c'est évident. Et cela ne date pas de la question du référendum pour un 3e mandat d'Alpha Condé. Il faut remonter, je pense, à 2010. Dès 2010, il y a eu l'usage disproportionné de la force dans les manifestations. On l'a vu par exemple avec les manifestations des forces sociales qui s'étaient mobilisées en 2017, si je ne me trompe pas, 2017-2018, contre le prix trop cher, perçu comme trop cher, de l'essence. Il y avait eu des manifestations et des répressions très fortes. Donc voilà, aujourd'hui, l'espace civique est cadenassé, et on voit aussi également que même pour l'opposition politique, ces derniers temps, on voit par exemple que le parti d'opposition principal, l'UFDG, ne peut pas avoir accès à son QG, qui est fermé par une décision administrative et légale. Donc, aujourd'hui, s'opposer à Alpha Condé relève vraiment d'un immense courage, et je crois que cette situation inquiète largement la communauté internationale. On a vu des prises de position de l'Union européenne, des États-Unis, de l'ONU, également de la France récemment, et notamment parce que la Guinée pourrait avoir une répercussion sous-régionale importante, et surtout, on sait que les Guinéens, les jeunes Guinéens notamment, depuis de nombreuses années, partent à l'étranger chercher un avenir meilleur. C'est un pays où il y a une immigration importante, dans les autres pays d'Afrique, aux États-Unis et en Europe. Et bien sûr, la situation politique dégradée fait courir le risque que ces jeunes prennent encore des routes encore plus difficiles pour rejoindre des pays où ils seraient plus en sécurité. Bien, on va revenir un peu en arrière. On va parler des prisonniers politiques. Comme vous l'avez si bien mentionné, on peut parler de Gawala, de l'IFTZ. Selon vous, pourquoi les prisonniers politiques se multiplient en Guinée? Est-ce qu'on peut dire qu'Alpha Condé est en train de faire des règlements de compte? En tout cas, je ne sais pas si ce sont des règlements de compte personnels, mais je pense qu'il y a une volonté manifeste de manière globale de faire en sorte que le jeu politique soit complètement en faveur du parti au pouvoir. Et cela fait que aujourd'hui, pour un opposant politique, être face au régime, c'est s'exposer à l'arbitraire. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui sont ciblés particulièrement. Nous, on connaît plus les cas des personnes de la société civile. Donc, on pense que, par exemple, Folinke Mengue, depuis le début des manifestations, ou Marcila, il est ciblé. C'est son 2e passage en prison. Sa famille est menacée. Sa concession est attaquée par les policiers. Ça a été également le cas pour ses camarades Ibrahima Diallo et Sékou Kounduno. Abdourahmane Sano, le coordinateur du FNDC, a été dans des situations similaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des situations qui sont parfois ciblées, mais qui de toute manière montrent une volonté manifeste de tuer le jeu politique. C'est une forme de poursuite du coup chaos. On réprime les manifestations, on gagne les élections à plate couture, et derrière, on verrouille le jeu politique par l'usage de la justice. Bien, on va revenir aussi un peu en arrière concernant les manifestations, parce que vous le savez très bien, en Guinée, la plupart des manifestations sont répressées par la barbarie. Ils tirent les armes bizarrement sur la rue, même si, des fois, même si on se manifeste, même si on suit les processus de manifestation, il y aura toujours des morts. Donc, selon vous, quelles sont
les mesures que le gouvernement devrait mettre en place pour éviter cette barbarie en Guinée? Alors, nous, la première chose qu'on demande, c'est un renforcement du dispositif médico-légal. Vous savez, en Guinée, les membres de Tournons la page et la société civile depuis de nombreuses années montrent que les médecins légistes sont très peu nombreux. Donc, pour faire une autopsie indépendante, lorsqu'il y a des morts en manifestation, c'est très compliqué pour eux. Donc déjà, il y a un problème de renforcement du dispositif légal, de la police judiciaire qui doit être formée et des différents dispositifs de l'État qui pourraient permettre d'accompagner les documentations et l'obtention d'une justice. Ça, c'est un premier point sur l'après-violation. Avant les violations, il y a une vraie nécessité à ce que le commandement de la police puisse transmettre des formes de gestion des manifestations qui soient plus pacifiques. Il n'est pas normal que des armes non conventionnelles ou létales soient utilisées pour le maintien de l'ordre. Cela est contraire aux doctrines internationales, aux textes ratifiés par la Guinée, et du coup, il y a vraiment une nécessité à revenir à une forme de gestion des manifestations qui soit plus vertueuse et plus respectueuse des droits humains. Et enfin, il y a vraiment un travail, et tout à l'heure je l'ai souligné, à ce que les policiers ou les gendarmes qui sont responsables de ces violences soient traduits devant la justice. Bien entendu, tous les policiers et tous les gendarmes ne sont pas responsables et ne sont pas coupables de violation des droits. Et il y en a qui font leur travail de manière très diligente et qui accompagnent avec beaucoup de professionnalisme les manifestations. D'autres ne le font pas et ils doivent être traduits devant la justice. Sinon, ça envoie un message qui est celui de l'impunité. Et donc, pour les familles de victimes, comme pour les acteurs de la société civile de l'opposition qui appellent à manifester, cela est un contre-coup très, très violent. Bien, donc on va parler de la cybercriminalité en Guinée. Vous savez, il y a une loi concernant cette cybercriminalité, par exemple la liberté de la presse, comme vous l'avez si bien mentionné. En un mot, qu'en pensez-vous de la loi de la cybercriminalité en Guinée? La loi de cybercriminalité, elle est similaire à beaucoup de lois de cybercriminalité qui ont été mises en place en Afrique de l'Ouest, souvent d'ailleurs avec le soutien et l'appui des chancelleries occidentales qui voient un moyen notamment de lutter contre les discours de haine, la cybercriminalité type économique, tout ce qui est hameçonnage, rançonnage. Et c'est donc une loi qui se retrouve dans divers pays. On l'a vu récemment, par exemple, au Niger, on l'a vu également au Cameroun. La loi de cybercriminalité, elle donne beaucoup de pouvoir aux législateurs pour sanctionner, sans contrôle de la justice, les personnes qu'elle considérerait enfreindre le trouble à l'ordre public, l'incitation à la haine sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux. Et les définitions qui sont données de ces concepts sont très larges. Donc, il laisse une très forte discrétion au pouvoir et à l'État exécutif de sanctionner les personnes qu'elle considérerait enfreindre ces lois. Et on l'a vu récemment avec le blogueur Madik Sans Frontières qui a été sanctionné sous le coup de cette loi, et les membres de Tournons la page, qui sont membres de Ablogi, la plateforme des blogueurs guinéens, avaient déjà souligné lors du vote de cette loi tous les risques qu'elle comportait, toute la latitude qu'elle donnait pour sanctionner les personnes sous le coup de cette loi. Donc pour nous, elle est liberticide. Les partenaires également d'Internet sans frontières avaient tiré la sonnette d'alarme sur cette loi, et malheureusement, sous la cybercriminalité, qui est un combat noble, il faut combattre ce type de choses, on l'utilise souvent pour museler notamment les blogueurs et les jeunes activistes très, très en vue sur les réseaux sociaux. Pas normal. Donc, selon vous, quelles sont les mesures à mettre un peu en place pour changer ce système? Donc, pour utiliser la cybercriminalité d'une manière logique. Mais en fait, c'est comme toute loi, la question qui est importante, c'est la proportionnalité de la peine. Bien sûr que des discours de haine, des discours violents, de l'incitation à la violence doivent être condamnés pour tout le monde
Voilà, c'est contraire aux droits humains et pour nous, les droits humains sont universels, donc il faut combattre ça. Les réseaux sociaux ont amené leur lot de discours haineux, de discours violents et qu'il faut combattre, bien entendu. Donc la loi est importante là-dessus, mais il faut que la justice, dans sa réponse, soit proportionnelle. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une disproportion des condamnations pour les personnes qui sont critiques du régime. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour améliorer cette loi, c'est ce qu'avaient proposé les membres d'Ablogui et d'Internet sans frontières, c'est toujours la question du contrôle. Il pourrait y avoir la création ou la dotation d'un organe de contrôle de cette loi de cybercriminalité, des décisions de suspension des comptes et des décisions judiciaires pourraient être contrôlées par un organe indépendant, comme il y en a dans d'autres pays. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et je pense que, encore une fois, ça montre également que cette loi de cybercriminalité, si elle avait été construite dans un cadre démocratique, dans un cadre où le régime en place et le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient écouté les recommandations de la société civile, je pense qu'on aurait une loi qui aurait été en mesure de lutter contre la cybercriminalité tout en respectant les droits humains. Et le problème, c'est que dès que le mémorandum a été proposé par Ablogui et par Internet sans frontières, il a été très peu discuté et pas du tout écouté par les législateurs et par le gouvernement qui a décidé de mettre en place une loi finalement liberticide. Bien, maintenant on va parler de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous savez très bien. Donc, pensez-vous que la Cour africaine des droits de l'homme est en train de jouer ce rôle ou bien peut-elle faire mieux? Écoutez, elle fait déjà un rôle considérable quand on voit son budget, les remises en cause qu'elle a aussi de la part des propres États membres de l'Union africaine, du peu d'intérêt parfois que les États membres lui portent. Donc déjà, je pense qu'il y a un immense courage à la fois des juges et des fonctionnaires qui travaillent dans cette commission et de cette cour. Les instruments régionaux et continentaux sont très importants pour faire avancer les droits humains. Nous, c'est vraiment un combat que l'on veut mener. Les membres de Tournons la page en Afrique essayent de travailler avec les rapporteurs spéciaux auprès des cours. Récemment, par exemple, on a contesté les restrictions de la liberté de manifester au Niger auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est des cours qui doivent être plus connus, plus sollicités par les acteurs de la société civile, mais également les acteurs de l'opposition et du pouvoir. Ces cours de justice, elles sont au service de tous. La justice, normalement, elle est au service de tous les citoyens. Elle est au service de tous les citoyens africains. Et donc, il faut travailler davantage avec elle. Il faut l'encourager. Et moi, à travers mon rôle de coordinateur de Tournons la page, j'invite les membres de la société civile à se porter davantage auprès de cette cour et de cette commission. Bien, donc je vais vous poser une question qui est très importante. Donc, selon vous, pourquoi dans la plupart des pays africains, la violation des droits humains se multiplie et quelles sont les solutions à mettre en place? Alors, oui, pourquoi elle se multiplie? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, ça va être un facteur international que je vais donner. En tout cas, c'est ma lecture. Depuis quelques années, le recul démocratique et le recul des droits humains, il n'impacte pas uniquement l'Afrique. Il impacte malheureusement de nombreux pays, y compris les nôtres. Enfin, en tout cas, le mien. La France a été récemment épinglée dans une publication de The Economist pour avoir eu un recul démocratique. On l'a bien vu aux États-Unis il y a peu de temps et c'est pas encore terminé. Aujourd'hui, il y a un recul démocratique et les modèles autoritaires comme ceux de la Chine, comme ceux de la Russie, prennent malheureusement une place plus importante dans les arcanes du pouvoir international. Et donc, forcément, pour les régimes autoritaires d'Afrique, c'est aussi pour eux des alliés potentiels internationaux, des alliés économiques et politiques qui leur donnent plus de latitude pour réprimer. Et ça, c'est déjà un premier point. Ce qui fait que pour nous, à Tournons la page, c'est important d'être dans une logique de solidarité internationale. Il faut unir les combats. La démocratie n'est un luxe pour personne et elle n'est pas non plus garantie pour tous les citoyens. On doit se battre au quotidien, partout dans le monde, pour son respect. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, deuxième lecture que nous on fait, c'est que depuis de nombreuses années,
les régimes en Afrique ont gagné des batailles, les régimes autoritaires ont malheureusement gagné des batailles, notamment sur cette limitation de mandat présidentiel dont on parlait tout à l'heure. En Afrique de l'Ouest, on a vu que de nombreux pays sont revenus en arrière sur cette loi politique qui était presque établie. On faisait 2 mandats et on partait afin de renouveler la classe politique et de permettre à la démocratie de souffler, d'avoir son rythme propre. Aujourd'hui, on ne le fait plus et on prend exemple sur des pays comme dans quelques jours au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, 37 ans de pouvoir, va se représenter un 7e mandat. Cela n'est pas possible, c'est une confiscation de la vie politique pour les jeunes Congolais. Au Tchad, dans quelques mois également, en avril, Idriss Déby va se présenter un 6e mandat après 31 ans de pouvoir. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de changement de pouvoir, il n'y a pas de respiration démocratique, l'ensemble des droits humains en sont impactés. Enfin, un dernier point, nous, qu'on voit aussi dans ces reculs démocratiques, c'est aussi que les sociétés civiles sont de plus en plus réprimées. Et elles sont de plus en plus réprimées également par les outils numériques qu'on a mis en place. On l'a vu il y a peu avec la loi de cybercriminalité qui peut être à double tranchant pour les acteurs de la société civile, mais également de plus en plus de technologies de surveillance de masse, souvent développées d'ailleurs par des pays occidentaux, permettent d'espionner, de réprimer à moindre coût la société civile. Récemment au Togo, par exemple, le dispositif Pegasus, qui est développé par une entreprise israélienne, a permis de mettre sous écoute et d'intercepter des communications de WhatsApp de 6 personnes jugées critiques du pouvoir. Et toutes ces tendances à la restriction de l'espace numérique, particulièrement en temps de Covid, sont très importantes dans la restriction des droits humains et notamment des droits civils et politiques en Afrique. Bien, on va parler, vous savez très bien, dans certains pays africains, la plupart, s'il n'y a pas de pression internationale, ils ne vont pas changer. Même s'il y a des pressions, par exemple, même s'il y a des manifestations, des soulèvements des manifestations, la plupart des gouvernements ne vont pas changer. Donc, comment mettre des pressions à certains gouvernements africains pour qu'ils puissent respecter les droits humains? C'est tout le combat de notre mouvement, Tournons la page. C'est également pour ça qu'un coordinateur international est basé en Europe, c'est pour faire ce travail. Il y a aujourd'hui 2 choses à savoir. C'est que, bien sûr, les acteurs africains ne changent pas quand il n'y a pas de pression internationale, mais ils ne changent pas non plus s'il n'y a pas de pression locale. Et donc, il faut qu'il y ait ces 2 balanciers, ces 2 mouvements de balancier. C'est ensemble, à travers à la fois un mouvement national et un mouvement international, qu'on sera capable de faire avancer la démocratie dans ces pays. Et comment faire en sorte que les dirigeants européens se saisissent de cette question? C'est d'abord avec un travail de sensibilisation, parce que pour beaucoup de dirigeants européens, beaucoup de dirigeants occidentaux, l'Afrique est assez éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Ils ne s'y intéressent pas forcément, ou en tout cas pas sur ces enjeux qu'ils considèrent souvent dangereux ou difficiles à prendre en main. Discuter de la démocratie dans un pays est perçu souvent comme une question d'ingérence. Alors que nous, on se bat justement pour dire qu'il ne s'agit pas d'une question d'ingérence. Il s'agit de faire respecter les droits humains qui sont universels. Un homme africain, un homme européen naissent libres et égaux en droit et avec un certain nombre de droits humains qu'il faut respecter. Et que la deuxième chose qu'on dit aux dirigeants internationaux et qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que la prospérité du monde passe par la prospérité de l'Afrique. Et sans respect des droits humains et de l'avenir démocratique des pays africains, il ne peut y avoir de paix, il ne peut y avoir de développement qui soit à la fois favorable aux Européens et favorable aux Africains. Et donc, si on ne traite pas de ces questions, on ne peut pas faire avancer nos politiques de développement réciproques. On le voit bien aujourd'hui sur Barkhane, par exemple, sur le Sahel, qui est un sujet qui est important pour tourner la page. On le voit bien, aujourd'hui, il y a une impasse militaire. Et pourquoi il y a cette impasse militaire? Parce qu'on ne traite pas des questions de gouvernance. Aujourd'hui, on voit très bien que le président Macron et ses partenaires européens ont beaucoup de mal à faire avancer ces questions démocratiques qui sont pourtant au cœur du pourquoi de l'engagement de certaines personnes dans les causes terroristes. C'est parce que l'État n'est pas présent, c'est parce que l'État et les forces militaires commettent des crimes qui sont impunis que des jeunes vont prendre les armes également pour se venger. Parce que les droits sociaux, économiques ne sont pas assurés dans certaines régions. Et
un des nœuds du problème, c'est que, par exemple, la personne, le président sur lequel on repose aujourd'hui la lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est notamment Idriss Déby, qui, depuis 31 ans, confisque le pouvoir. Comment assurer l'avenir économique, militaire et la stabilité du Sahel lorsqu'on repose notre politique sur des dirigeants de ce type qui, depuis des années, enfoncent leur pays dans des situations sociales et de pauvreté très, très, très avancées. Bien, donc peut-on dire que d'une part, la France a une part de responsabilité concernant cette violation des droits humains en Afrique? Oui, nous, en tout cas, on considère que la France, mais également plus largement la communauté internationale, joue souvent un rôle qui est néfaste dans l'avancée démocratique en Afrique, et notamment dans les anciens pays francophones ou dans les pays francophones dans lesquels la France garde un lien très fort, et notamment un lien politique et économique. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le Niger, dans lequel nos membres sont très investis et font un travail remarquable en faveur de la lutte contre la corruption, de l'accès aux droits socio-économiques et à la démocratie des Nigériens. On a eu un président Issoufou qui a été qualifié de modèle de démocratie par le président Macron, alors même que depuis 4 ans, nos membres de Tournons la page, rien que nos membres, ont passé jusqu'à 1 an de prison pour avoir manifesté et pour avoir voulu combattre la corruption. Comment peut-on d'un côté qualifier un dirigeant, certes, Mamadou Issoufou n'est pas le pire dirigeant de la région, mais il n'est pas un symbole de démocratie non plus. Et le simple fait d'écouter les sociétés civiles du Niger permettrait au président Macron de ne pas dire des choses de ce type-là. Parce qu'il y a encore une forme de gouvernance autoritaire au Niger, et notamment dans la gestion de la dissidence de la société civile. Donc, bien sûr, la France joue aussi souvent un rôle soit de complicité, soit de complaisance avec certains régimes en place en Afrique. Bien, on va revenir un peu en arrière concernant le cas de la Guinée aussi. Parce que comme vous l'avez si bien mentionné, le cas de Fonike Mangué et aussi d'autres opposants qui sont en prison. Donc, en ce moment, avez-vous des contacts avec le gouvernement en ce moment pour changer ce système ou pour qu'ils puissent s'en sortir de cette prison? Nous, notre travail, c'est de soutenir les avocats des personnes de la société civile. Vous savez, les avocats du FNDC font un travail remarquable. Nous, on les soutient et c'est notre manière de contribuer à ce que la justice fasse indépendamment son travail. On n'a pas de capacité, nous, à s'interférer dans la justice. On essaie de faire en sorte que le rôle des avocats soit reconnu, que les procès soient justes, et que notamment cela passe par une pression internationale. On demande à l'Europe, à la France, à l'ONU de veiller à ce que les procès soient les plus équitables possibles. Ça, c'est notre travail. Ensuite, la justice doit faire son travail indépendamment. Nous, on est attentifs à ce qu'il y ait une séparation des pouvoirs, et donc on laisse la justice faire son travail librement. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que nous, on considère que le procès de Fonike Mengue n'aurait pas dû avoir lieu parce que les chefs d'inculpation ne tiennent pas. Et ça, c'est l'argument des avocats que nous, on soutient. Et donc, on demande sa liberté immédiate. Et comment on le fait? À travers des campagnes, à travers des communiqués, à travers de la sensibilisation des Guinéens et des Européens et des Occidentaux pour que ces personnes-là fassent entendre leur voix pour dire non à ce procès qui est un simulacre de procès. Donc voilà, nous, on travaille sur ces deux aspects. Ensuite, vous m'avez posé la question sur comment on interagit avec le gouvernement guinéen. Vous savez, le gouvernement guinéen, il est en interaction directe avec les associations membres de Tournons la page, non seulement dans leur combat pour la démocratie, mais aussi sur d'autres combats. Nous, on soutient des collectifs d'associations. Donc, les associations qui sont membres de Tournons la page travaillent sur d'autres sujets liés aux droits humains. Le droit des femmes, l'accès à l'eau potable, l'accès à une éducation digne. Et dans ce cadre, régulièrement, nos associations sont en contact avec le gouvernement guinéen. Donc, pour nous, il est important de travailler avec les autorités. Le développement de tous les pays du monde, y compris la Guinée, et l'avancée de la démocratie ne peut pas se faire sans dialogue avec le gouvernement. Mais malheureusement, c'est lorsqu'on s'attaque aux questions des droits civils et politiques, lorsqu'on s'attaque à la question épineuse du vote
et du respect de la Constitution que là, le dialogue se brise. Nous, par exemple, on a adressé notre rapport concernant les violations des droits humains en amont des manifestations et pendant les manifestations liées au troisième mandat d'Alpha Condé et au référendum de la Constitution. On a documenté 52 morts. Ce rapport, il n'a jamais reçu de réponse de la part du gouvernement. Donc, c'est soit un désintérêt pour la situation des personnes qui ont été assassinées, tuées, soit un manque de volonté de faire avancer la justice. Mais en tout cas, on voit que le dialogue sur ces enjeux de droits civils et politiques est complètement coupé. Bien. Alors, quel est votre mot de la fin? Écoutez, moi, je voudrais appeler les personnes qui regardent votre podcast à continuer à être solidaires des différents défenseurs des droits humains qui prennent énormément de risques pour faire vivre l'idéal démocratique en Afrique comme ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Les soutenir en faisant connaître leur combat. Et puis, un dernier mot, c'est de rester attentif à l'impact que pourrait avoir cette pandémie du Covid-19 sur les droits humains et sur l'espace civique en Afrique. Pour vous donner un dernier mot, pour un pays dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, le Gabon. Depuis quelques jours, les Gabonais, tous les soirs, tapent sur des casseroles à 20 heures pour dire non aux restrictions des libertés sous couvert de pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, le pays est très peu impacté par la pandémie et pourtant, il est presque impossible de manifester, il est presque impossible de sortir librement dans la rue, le couvre-feu est mis en place et on voit bien qu'on avance un agenda autoritaire sous prétexte de Covid. Et donc, moi, j'appelle les personnes qui regardent votre podcast à être vigilants face à cette avancée de l'autoritarisme sous couvert de Covid et également à soutenir ces Gabonais qui, depuis quelques jours et semaines, se manifestent pacifiquement contre ces lois. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon Merci à vous pour invitation. l'invitation. Merci beaucoup. Merci.